Bonsoir à tous. Jeunesse éternelle, beauté divine, voici les objectifs que s'était fixés l'une des plus grandes figures féminines de tous les temps. Celle que l'on nommait parfois l'ogresse de Hongrie ou la dame sanglante, j'ai nommé Elisabeth Báthory. Ce soir, nous allons discuter ensemble de sa vie et surtout de ses méfaits. C'est une nouvelle émission, c'est un nouveau JTR. Notre histoire commence en 1571. La jeune Élisabeth, 11 ans, est fiancée à l'un des plus grands seigneurs de Hongrie, Monsieur Ferenc Nadasdy. Depuis 1510, la famille Báthory est extrêmement connue, pour deux raisons. La première est que c'est une famille extrêmement puissante et riche au sein du royaume. La seconde, quant à elle, est en rapport avec l'héritage émotionnel assez particulier de celle-ci. La mère Báthory est la sœur d'un roi de Pologne qui a épousé son propre cousin germain. Elle est droite et pieuse, heureusement car ses deux frères et son oncle ont eux été emprisonnés à vie pour folie grave. Le père, quant à lui, héritier de la grande famille Báthory, vient d'une famille connue pour être tous consanguins. Sa sœur d'ailleurs a tué ses deux premiers maris et s'est enfuie avant d'être torturée et tuée en Turquie. Bref, un héritage familial assez compliqué, vous l'aurez bien compris. En 1575, le mariage d'Élisabeth a lieu. Elle part vivre avec son mari au château de Szécely. On se situe donc ici, au niveau de la Hongrie, entre la Roumanie et la Pologne. Il faut savoir que nous sommes dans une époque où tout se justifie par les mythes et les légendes, le peuple étant persuadé de côtoyer démons, anges, dragons et sorcières. Les raisonnements logiques sont donc malheureusement assez compliqués à faire surface. Notre jeune comtesse est considérée par son peuple comme une femme ayant une incroyable beauté et maniant à ce qu'on dit à la perfection l'art du fond de teint. D'une apparence extrêmement douce, du moins à ses débuts, celle-ci était malheureusement incroyablement seule, son mari étant très souvent absent. Il faut savoir que malgré sa solitude, celle-ci est toujours encadrée par un cercle restreint de personnes, notamment trois particulièrement. Sa nourrice, sa confidente et son conseiller. Ces trois personnes guident Élisabeth dans sa vie et ses choix, et n'ont pas toujours la meilleure influence sur elle, diront certains. Malgré ce cercle restreint entourant toujours la comtesse, celle-ci se sent malheureusement toujours et encore de plus en plus seule, et elle cherche donc des passe-temps. Et celle-ci se rendit vite compte que la cruauté envers les autres était un bon défouloir. Elle commence alors à punir ses serviteurs à la moindre occasion. On raconte que celle-ci n'hésite pas à leur enfoncer des épingles dans la chair ou à les frapper. On dit même qu'elle a humilié une de ses servantes, la plaçant nue au milieu d'une clairière recouverte de miel et la laissant dévorer par les piqûres des insectes et des animaux de la forêt plusieurs nuits durant. Et son mari ne réagit-il pas, me direz-vous? Eh bien en fait, Élisabeth lui a donné 3 filles et un fils. Sa descendance est maintenant assurée et sa jeune femme peut faire bien tout ce qu'elle veut du moment que personne ne meurt. Tout cela n'était déjà pas bien joyeux, mais c'est un dimanche, alors que la comtesse et son cousin déambulent dans son château, que tout bascule. Au détour d'un couloir, les deux comparses aperçoivent au loin une vieille femme, à l'allure flétrie et boitante, l'âge exerçant son œuvre. Élisabeth, cruelle comme d'habitude, regarda alors son cousin pour lui dire « Imaginez-vous si je vous obligeais à faire l'amour à cette femme ?» Celui-ci répondit en riant que ce serait parfaitement horrible. Seulement, la vieille femme les avait entendus, et se retournant vers eux, fixa longuement la comtesse avant de lui dire ceci. « Un jour, très cher,
vous serez comme moi, vous serez comme moi. Cette simple phrase résonna alors comme un coup de tambour dans le crâne de notre jeune Elisabeth Báthory. Elle qui était si belle, si fraîche, dont le peuple entier louait sa beauté chaque jour. Cette pensée s'installa comme une gangrène et devient une obsession de la beauté et de la jeunesse qui ne la quitta plus. Elle demanda quelques semaines plus tard à son mari de la mener en voyage et celui-ci consent à la conduire à Vienne, cour de Rodolphe de Habsbourg. La comtesse, vous vous en doutez, profita de cette excursion pour rencontrer herboristes, alchimistes, pseudo-magiciens ou médecins qui lui vendèrent tous des onguents et des baumes anti-flétrissement à prix d'or, et bien évidemment, cela n'avait que très peu d'effet. Afin de toujours plus nourrir son obsession, Elisabeth partit en quête d'une de ses anciennes amies, habitant au loin dans la forêt. Celle-ci avait aujourd'hui la réputation d'une sorcière, et pas n'importe laquelle, la sorcière d'Arvoulia. On raconte que c'est à l'embranchure d'une clairière sèche et taride et d'une forêt de bois mort que celle-ci trouva l'échoppe de son ancienne amie, la sorcière. Elle frappa donc à la porte et entra. D'après les témoignages et les récits, voici la discussion qu'aurait eue Elisabeth Báthory et son amie. Après lui avoir expliqué ses souhaits, son besoin de jeunesse et de beauté éternelle, celle-ci, farfouillant dans ses grimoires magiques, inscrites de différentes formules, lui tint à peu près cette rime-ci. « Ma chère comtesse, si jeune vous deviez rester, des bains de sang humain, il faudrait vous y baigner. Mais encore, m'a-t-on assuré, le sang de jeune vierge est le plus souverain des remèdes certifiés. » On raconte alors que depuis cette visite, Elisabeth eut une lueur noire dans le regard qui ne la quitta plus. Mais seulement, Elisabeth pouvait-elle encore faire ça? Bien évidemment, pour le moment, non. Si encore elle était la maîtresse de maison, peut-être, mais son mari ne tolérerait jamais que des gens meurent et surtout ne tolérerait jamais pareille sorcellerie au sein de son château de Scheidse. Alors, Elisabeth Báthory attendit avec baume et onguent, mais pas bien longtemps. Le 4 janvier 1604, son mari meurt, laissant le château et toute sa fortune à sa femme, âgée alors de 44 ans. Voilà, Elisabeth est désormais l'une des personnes les plus puissantes et les plus riches du pays. Plus personne n'oserait aujourd'hui s'attaquer à elle, sachant qu'elle est aussi l'une des plus fidèles amies de l'empereur. Celle-ci commença alors à assouvir ses tristes besoins. Et elle commença par faire venir des jeunes filles des environs, des servantes ou des filles de rien. Grâce à sa beauté sans pareille et son air doux, et certainement moyennant quelques pièces d'or, elle les attire au sein de ce grand château lugubre, leur promettant certainement une place de dame de compagnie. Et des jeunes filles, il en passe. Toutes entrent par la grande porte, mais aucune ne sortent plus jamais. Et pourtant, de plus en plus d'enterrements ont lieu à Scheidse, tous de nuit. Les questions vont bon train chez la populace, mais personne n'ose affronter la comtesse. Personne, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a bien un homme, et pas n'importe lequel, le pasteur du domaine. Celui-ci refusa bien évidemment d'abord de croire en de tels méfaits, et voyant de plus en plus d'enterrements, ne put que se rendre à l'évidence. Une vague de meurtres avait lieu sur ces terres. Celui-ci commence tout d'abord par écrire de nombreux courriers, mais la milice de la comtesse étant extrêmement bien organisée, tous les courriers sont interceptés, lus et bien évidemment, dans ce genre de cas, détruits. Le pasteur le sait, sa vie est en danger. Un soir, il prend alors la décision, au pied levé, de sceller lui-même son cheval et de partir au grand galop vers la place de Presbourg afin d'avertir les autorités. Malheureusement, sur le chemin, il est arrêté, battu et menacé pour être reconduit chez lui. Il sera assigné sous résidence et ne pourra plus jamais sortir que pour exercer son métier. Les terribles méfaits de la comtesse continuèrent alors des années, jusqu'en 1611 précisément, date à laquelle le pasteur arrive à s'échapper et prévenir les autorités. Celui-ci prévient alors le grand palatin. C'est un peu comme un grand inquisiteur. Et devant la lourdeur des faits possibles, décide immédiatement de faire une fouille au sein du château. Et là, c'est l'hécatombe.
des centaines de restes humains sont retrouvés dans les caves, les donjons et tous les recoins du château. Mais le plus étrange est la découverte d'un mystérieux carnet. Ce carnet, c'est ce que l'on pourrait appeler un carnet de meurtre. Le Death Note d'Elisabeth Bathory, pourrait-on dire. Sans propriété magique d'aucune, bien évidemment, mais avec la description complète des meurtres et tortures infligés aux jeunes filles et surtout leurs noms. Et autant vous dire, des noms, il y en a beaucoup. Il y en a même 610. Nous sommes donc en 1611 et le procès dans le cadre de toutes ces disparitions a lieu. Le premier accusé est d'abord le plus fidèle allié de la comtesse. Celui-ci déclare avoir tué de ses propres mains 37 jeunes filles et il décrit même certains des actes. Tout d'abord, mains et pieds liés avec du fil de Vienne, les filles étaient battues à mort. Il précise même que lorsque la peau devenait noire, d'hématomes sous les coups, la peau se déchirait en petits morceaux sans peine. Ensuite, c'est Dorco, la confidente de la comtesse, qui, à l'aide de ciseaux et épingles, leur sectionnait les veines. Mais le calvaire de ces pauvres petites n'était pas fini, car c'était maintenant au tour de Liona, à l'aide d'un tisonnier brûlant, qu'elle appliquait sur la joue et l'intérieur de la gorge des pauvres jeunes femmes, encore vivantes pour la plupart, pour abréger leur souffrance. Il raconta même qu'un jour, il vit la comtesse elle-même mettre ses doigts dans la bouche d'une des filles, tirer si fort que les lèvres se fendirent, que la mâchoire cassa, et elle finit par la piquer avec des épingles jusqu'à la mort, car celle-ci aurait apparemment volé une poire. Le procès est long et lourd de détails. Les gens vomissent et des pauses sont organisées tant il y a d'horreurs à relater. C'est maintenant au tour de la vieille nourrice de la comtesse de passer à la barre. Celle-ci annonce quant à elle plus de 50 meurtres à son compte. Et elle ira même jusqu'à dire que certaines nuits, il y avait tellement de sang dans la chambre et la salle de bain de la comtesse qu'il fallait jeter plusieurs seaux de cendres afin d'en absorber le contenu pour pouvoir espérer ravoir les parquets. On apprend également que même si la plupart des meurtres ont eu lieu à la résidence principale de la comtesse, à Chaïtse, au château, eh bien, la comtesse et sa cruauté n'avaient aucune limite ni frontière. Celle-ci pouvait tuer n'importe où, comme le témoignent certains voisins des moines d'une des demeures de la comtesse qui se plaignaient de bruits et de cris pouvant glacer le sang certaines nuits. Comment tout cela s'est su, me direz-vous? Ou plutôt, comment s'est-elle retrouvée face à la justice? Je vous raconte pourquoi. Tout se passait parfaitement bien pour la comtesse et personne n'osait l'affronter. Seulement, lors d'un de ces traditionnels bains de sang humain, celle-ci se dit que, en plus du sang de vierge, quelqu'un ayant du sang bleu, c'est-à-dire quelqu'un de la haute société, ce serait forcément plus efficace. La comtesse se mit alors en tête de chercher des jeunes filles de riches à la place de ses petites servantes et ses filles de rien. Seulement voilà, contrairement à celle-ci, une fille de bonne famille, une fois qu'elle disparaît, on la recherche. Et c'est ce qui conduit la comtesse jusqu'à sa chute. Vient ensuite le tour de Dorco, la confidente de la comtesse, qui avoue plus de 30 meurtres à son actif. Celle-ci, toujours avec les mêmes méthodes, ajoute qu'elle a même vu la comtesse une fois mordre une des jeunes filles jusqu'au sang, se délectant directement à la source de son nectar de jouvence, comme elle pouvait le dire régulièrement. Un point intéressant à souligner est que cette simple phrase durant le procès a suffi pour que le peuple considère Elisabeth Bathory comme l'un des premiers vampires de la création et la rangeait directement du côté des mythes. Mais j'en reparlerai plus tard dans une autre émission. D'après les archives, le verdict est tombé assez rapidement et sans trop de surprise. La mort pour les 3 acolytes de la comtesse. Celle-ci réussit à s'y échapper grâce au service rendu à la patrie par son défunt mari ainsi que sa grande famille. Mais croyez-moi, la mort aurait sans doute été bien plus douce comparée à ce qu'elle vécut. Il est intéressant de savoir que la comtesse n'a jamais comparu au sein du procès compte tenu de son rang. Elle connut son verdict dans son château où elle était retenue. Pourtant, elle fut quand même heureusement condamnée pour ses crimes. En effet, une fois le procès terminé, le grand palatin lui dit « Tu es une bête. Tu ne mérites pas de voir la lumière de Dieu,
ni même de côtoyer son monde. Elle fut ensuite emmurée vivante, dans son propre château, au sein de sa propre chambre. Une seule meurtrière laissée, pour un filet de lumière, ainsi qu'un petit guichet où l'on pouvait lui porter ses repas. D'après les sources, celle-ci aurait survécu certainement pendant 3 années. La date où laquelle les rapports sur ses repas s'arrêtent. On en déduit donc qu'après son dernier repas, au bout de ces 3 années, celle-ci décéda, dans la plus grande des solitudes, sans jamais ne plus voir personne, ni qu'aucune personne ne puisse voir sa beauté. Comme quoi, les puissants ne sont pas forcément intouchables, et les monstres pas toujours invincibles. Quoi qu'il en soit, j'espère que cet épisode, plus sombre sur cette tranche de l'histoire, très mythique et légendaire, vous aura plu, et quant à moi, il y a d'autres histoires qui m'attendent. Je vous dis donc à bientôt dans un prochain JTR.